Et on se rendait compte à ce moment-là qu'un dilemme émergeait quand même. C'est-à-dire, si on veut comprendre comment est-ce que la réflexion se développe chez les personnes qui sont en contexte de formation initiale, mais comment est-ce qu'on rend compte de cette réflexion-là? Et comment est-ce qu'elle se développe justement dans un contexte de formation initiale? C'était une des questions qu'on s'est posées, comme je le disais, dans cette équipe-là. Qu'est-ce qu'on utilisait pour ceci? Pour observer, appréhender la réflexion des stagiaires. Et comment est-ce qu'on évaluait aussi la réflexion? Parce que la réflexion dans un contexte de formation initiale, on le sait très bien, les étudiants sont amenés à produire des textes réflexifs qui sont évalués. Et la grande question qu'on se posait à l'époque, c'était, mais qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer quand l'étudiant est amené à produire un texte réflexif, dit réflexif, dans lequel on va voir la qualité de sa réflexion. Ici, je saute un peu des côtes parce que je fais des pas en avant concernant des résultats des études qui ont été faites avec cette méthode-là que je vais vous présenter ici quelques minutes. Et il nous disait, en général, quand on répond parfois à des attentes de nos formateurs, ou on va donner un document parce qu'on sait qu'est-ce qu'il faut qu'ils ont écrit dans les documents. Et on s'est rendu compte aussi que parfois, quand on discutait avec les formateurs, les superviseurs, qui par exemple devaient évaluer, c'était un des critères, c'était que les textes soient clairs, bien rédigés, pour dire que la personne savait réfléchir. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on évaluait? C'était la capacité des relations rédactionnelles de discussion ou c'était sa réflexion? Et l'autre chose qui émergeait dans les discussions avec les étudiants, c'était mais pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir toujours par écrit? Est-ce que la réflexion se déroule toujours par l'écrit? L'écrit, c'est un excellent outil, c'était documenté pour réfléchir, ça c'est sûr. Mais en général, c'est un des seuls éléments qui nous permet d'observer la réflexion que l'étudiant s'est fait sur une situation qu'il a vécue pendant le stage. Mais s'il y avait d'autres façons peut-être d'évaluer la réflexion, je laisse ça comme interrogation sur la discussion. D'accord? Donc, voilà les types de dilemmes que je nous présentais à ce moment. À force de continuer à travailler avec les collègues en question, on est arrivé à définir qu'est-ce que c'est la réflexion en contexte des stages et par rapport, évidemment, au contexte de travail dans lequel et Simone, et Philippe, et collègues, et moi-même, on était immergés à ce moment-là. Et pour nous, c'était simplement un processus, on l'a défini dans ces termes-là, processus intra, parce que la première réflexion, c'est l'individu qui le fait, mais aussi inter, parce que quand il y a une situation dans laquelle je la dialogue, je suis en train de la discuter avec quelqu'un d'autre, et que l'autre est capable de m'interroger parce qu'il ne comprend pas ce que je suis en train de dire, je suis obligé de l'expliciter de la meilleure manière pour qu'il puisse le comprendre. Et qu'il commence à me poser des questions, mais pourquoi est-ce que tu agis de cette manière-là si peut-être il y a d'autres modèles d'action? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir celui-ci plutôt que l'autre? Et la personne commence à y réfléchir, mais qu'est-ce qui l'a amené? Et à ce moment-là, il y a cette espèce de dialogue qui s'est établi entre l'une et l'autre. Est-ce que la personne qui est en train d'expliciter, c'est la seule personne qui apprend dans cette interaction dialogique? On se rend compte que non. Parce que les expériences que je suis en train de partager, peut-être qu'ils font une résonance à un écho chez la personne par rapport à ses propres expériences, et elle est capable de retirer un apprentissage. Et ça, on l'a vécu aussi dans les groupes de discussion que nous avions avec les stagiaires quand on a travaillé dans d'autres projets avec eux, quand nous voulions voir comment est-ce que la réflexion évoluait ou s'est développée au fur et à mesure de sa formation. Donc, processus intra-interpsychique non linéal,
et non hiérarchique. Il n'y a pas de catégorie de réflexion meilleure que d'autres catégories de réflexion. Et si je fais un pas en arrière, quand je vous présentais les niveaux de réflexion de Van Manen, qu'il y avait les techniques, les pragmatiques et les critiques, et ça, je peux le dire parce que j'avais des échanges à l'époque dans lesquels j'étais étudiant, et on voulait à tout prix, dans les dispositifs qu'il y avait d'accompagnement de la réflexion, d'amener nos étudiants à développer les niveaux critiques. Les techniques, ce n'était pas suffisant. Un professionnel qui émette de ces programmes-là ne peut rester dans les niveaux de réflexion technique. Mais Van Manen n'a jamais hiérarchisé ces niveaux. Il a simplement caractérisé ces niveaux-là. On comprend très bien qu'un enseignant qui travaille dans sa salle de classe avec un certain groupe d'élèves ne peut pas être dans un niveau de réflexion critique quand est-ce qu'il va travailler. Donc, chaque niveau, avec ses caractéristiques, en fonction à accomplir. Et c'est dans l'articulation de ces différents niveaux que la réflexion peut se développer dans sa globalité. Donc, il ne peut pas avoir une conception linéaire de la réflexion que je vais passer toujours dans le niveau technique. Je vais le laisser de côté pour être plus pragmatique. Je le laisse de côté pour être critique et rester dans les critiques pour toujours. Ce n'est pas possible. Donc, non linéaire et non hiérarchique, et ce processus-là va contribuer évidemment au développement des compétences, le développement professionnel des personnes, parce que la personne va de plus en plus mobiliser les ressources qu'elle possède, mais aussi les complexifier dans ces mobilisations en les combinant avec d'autres. C'est, on va le voir plus tard, une espèce de jongleur qui commence très simplement, mais au fur et à mesure qu'il développe des habiletés, mais il devient de plus en plus habile à mobiliser différents objets pour faire un tout qui soit harmonique. Et cela se passe par un processus de deux mouvements qui sont complémentaires, que c'est la systématisation et la complexification. La systématisation de l'utilisation de ces ressources-là et la complexification quand il commence à se former des réseaux opératoires de ressources dans lesquels la personne développe des schémas d'action qui vont lui permettre, dans ces expériences-là, de reconnaître des expériences passées pour non pas juste penser à qu'est-ce que je devrais faire, parce qu'il y a déjà un schéma opératoire qui s'est forgé chez la personne, qu'il a déjà utilisé et qu'il peut le mobiliser pour répondre à notre situation. Et dans l'analyse de ces situations-là, il va se rendre compte qu'il est quand même si j'utilisais quelque chose qui était déjà utilisé, parce que c'est un réseau opératoire que je mobilisais, les ressources, mais c'est là les situations inédites. J'avais été appelé, ou peut-être j'étais appelé à faire de nouvelles choses, à m'adapter encore au contexte ou à la situation, et cela implique quelque chose, c'est que son répertoire commence, ça continue à s'élargir et continue à se complexifier. Ce qui vient faire écho à la définition des compétences qui dit qu'une compétence n'est jamais à 100% acquise. On finit jamais d'actualiser ses compétences professionnelles. Parce qu'on est toujours appelé à répondre à des situations inédites. Alors, si c'est ça, ça veut dire que la réflexion de la personne, je ne peux pas l'observer. Ce n'est pas en observant l'action de la personne que je peux dire qu'elle est réflexive. Il faut qu'il y ait une analyse des traces. Et ces traces-là peuvent être écrites ou orales, par exemple. Et dans ce type de situation-là, les traces deviennent l'objet de réflexion qui vont me permettre, à moi, en faisant expliciter à l'étudiant, dans ces cas-ci, le stagiaire, comment est-ce qu'il agit, pourquoi est-ce qu'il agit, et je peux arriver à saisir les fondements de son action et de comprendre qu'est-ce qu'il a fait pour mobiliser ses ressources, pour les combiner, afin de prendre la décision que, selon lui, dans l'analyse qu'il a fait de la situation, c'était la réponse la plus adéquate à ce moment-là et dans ces situations, dans ces contextes.